Une histoire populaire des États-Unis, chapitre 24, l'imminente révolte de la Garde. Traduit de l'anglais par Frédéric Coton. Le titre de ce chapitre ne se veut pas prophétique, il exprime simplement un espoir. De même, le titre de ce livre n'est pas tout à fait pertinent. D'abord parce qu'une histoire populaire promet plus que ce qu'un seul individu peut accomplir. Ensuite, parce qu'il s'agit du type d'histoire la plus difficile à saisir. Toutefois, il a le mérite de souligner qu'il s'agit d'une histoire irrespectueuse à l'égard des gouvernements et attentive au mouvement de résistance populaire. Une histoire qui penche clairement dans une certaine direction, ce qui ne me dérange guère tant les montagnes de livres d'histoire sous lesquels nous croulons penchent clairement dans l'autre sens. Ces ouvrages font preuve d'un si grand respect envers les États et les hommes d'État, et sont si peu attentifs, sans doute par inadvertance, au mouvement populaire qu'il nous faut faire contrepoids pour éviter de sombrer dans la soumission. Tous ces livres d'histoire américaine, qui se focalisent sur les pères fondateurs, sur les présidents successifs, pèsent lourdement sur la capacité d'action du citoyen ordinaire. Ils suggèrent qu'en temps de crise, il nous faut chercher un sauveur. Les pères fondateurs pour la Révolution, Lincoln pour la sortie de l'esclavage, Roosevelt pour la Grande Dépression, Carter pour la guerre du Vietnam et le scandale du Watergate. En revanche, entre les crises, tout va pour le mieux, et il faut nous contenter du retour à la normale. Les livres d'histoire classique nous apprennent encore que l'acte suprême du citoyen est de désigner son sauveur, en allant voter tous les 4 ans pour choisir entre deux blancs relativement riches, anglo-saxons et de surcroît, mâles et par-dessus tout, à la personnalité terne et aux opinions parfaitement orthodoxes. La notion de sauveur traverse toute notre culture. Bien au-delà de la seule politique, nous avons appris à nous remettre aux stars, aux dirigeants et aux experts en tout genre, négligeant de ce fait nos propres ressources, notre propre force et pour finir notre personnalité même. Mais il arrive de temps en temps que les Américains rejettent cette idée et qu'ils se révoltent. Ces rébellions ont toutes jusqu'à présent été maîtrisées. Le système américain est le plus ingénieux des systèmes de maintien de l'ordre social que l'humanité ait imaginé. Dans un pays aussi riche en ressources naturelles, en talents de toutes sortes et en force de travail, le système peut se permettre de distribuer juste ce qu'il faut de richesse à juste ce qu'il faut de citoyens pour limiter l'expression du mécontentement à une minorité turbulente entre guillemets. Ce pays est si puissant, si vaste et si apprécié par tant de citoyens qu'il peut se permettre d'accorder la liberté de contester à une petite minorité insatisfaite. Il n'existe pas d'autre système de contrôle capable d'offrir autant d'opportunités, de possibilités, de latitude, de souplesse et de récompenses aux heureux gagnants de la loterie sociale. Il n'en est pas non plus qui répartissent ces outils de contrôle de manière aussi sophistiquée. Par le vote, la hiérarchie du travail, l'église, la famille, l'enseignement, les masses médias, ni aucun qui ne sache aussi bien endormir son opposition en faisant quelques réformes, en isolant les individus et en mettant l'accent sur la loyauté patriotique. 1% de la population américaine détient un tiers de la richesse nationale. Le reste est réparti de telle manière que les 99% de la population restante sont montés les uns contre les autres. Les petits propriétaires contre les plus démunis, les noirs contre les blancs, les natifs américains contre les citoyens d'origines étrangères, les intellectuels et les professions libérales contre les travailleurs non qualifiés et non diplômés. Ces groupes se sont opposés et ont lutté les uns contre les autres avec une telle violence qu'ils en ont oublié qu'ils étaient tous réduits à se partager les maigres restes de la richesse nationale. Malgré la réalité de cette lutte amère et désespérée autour des rares ressources épargnées par les élites dominantes, je prends la liberté de réunir ces 99% d'Américains sous l'appellation de peuple. L'histoire que j'ai écrite tente de rendre compte de leur intérêt commun, même lorsque ce dernier a été détourné voire dissimulé. Mettre l'accent sur l'unité de ces 99% de la population américaine et affirmer que leurs intérêts sont parfaitement contradictoires avec ceux des plus riches revient à faire exactement ce que les gouvernements américains et l'élite fortunée qui les soutiennent, des pères fondateurs à nos jours, ont essayé d'empêcher. Madison craignait une faction majoritaire et espérait que la nouvelle constitution réussirait à les contrôler. Avec ses collègues, il décida que le préambule de la constitution commencerait par l'expression « nous, le peuple ». C'était prétendre que le nouveau régime américain représenterait tout le monde et imaginer que ce mythe accepté comme réalité pourrait garantir la stabilité dans les affaires intérieures. Reprend-on entre guillemets. Cette prétention s'est maintenue à travers les générations, confortée par l'invention de symboles matériels ou rhétoriques, d'unités, tels le drapeau, le patriotisme, la démocratie, l'intérêt national, la défense nationale ou la sécurité nationale. Ces slogans étaient enfouis au cœur même de la culture américaine. On songe à des chariots formant un cercle au beau milieu des plaines de l'Ouest,
de l'intérieur duquel les Américains blancs relativement aisés pourraient tirer sur les ennemis extérieurs, les Indiens, les Noirs et les autres blancs trop misérables pour être autorisés à pénétrer dans le cercle. Quant aux responsables du convoi, ils observent à bonne distance et, une fois le combat terminé, et le terrain jonché de morts et de blessés des deux camps, ils prennent possession de la terre et préparent de nouvelles expéditions pour conquérir de nouveaux territoires. Pourtant, ce plan n'a jamais vraiment fonctionné à la perfection. Si l'on en juge par les soulèvements des fermiers, les révoltes d'esclaves, le mouvement abolitionniste, la naissance du féminisme et l'état de guerre permanent avec les Indiens au cours des années qui précèdent la guerre de sécession, ni la Révolution ni la Constitution ne semblent avoir réussi à garantir la stabilité du système. Et ce, malgré la maîtrise des ressentiments sociaux hérités de la période coloniale. Dans le même temps, on réduisait les Noirs en esclavage, on massacrait et déportait les Indiens. Après la guerre de sécession, une nouvelle alliance des élites du Sud et du Nord vit le jour, tandis que les Noirs et les Blancs des classes défavorisées étaient pris dans les conflits raciaux, que les travailleurs américains du Nord se voyaient opposés aux immigrés, et que les fermiers se trouvaient éparpillés sur le vaste territoire national. Quant au système capitaliste, il s'imposait dans l'industrie et au gouvernement. Pourtant, c'est à cette époque qu'éclatèrent des révoltes dans les milieux ouvriers et que prit naissance un vaste mouvement d'opposition chez les fermiers du pays. Au tournant du siècle, la pacification, par la violence des Noirs et des Indiens, ainsi que l'usage du vote et de la guerre pour distraire l'attention des opposants blancs et les intégrer au système, ne suffirent pas, dans le cadre de l'industrialisation moderne, à empêcher le soudain essor du socialisme ni les conflits sociaux. Ensuite, ni la Première Guerre mondiale, ni la relative prospérité des années 1920, ni l'apparent effondrement du mouvement socialiste ne purent, dans cette période de crise économique, empêcher l'essor d'une nouvelle prise de conscience radicale et les autres conflits sociaux qui éclatèrent dans les années 1930. La Seconde Guerre mondiale créa un nouveau sentiment d'unité qui fit croire, dans le contexte de la guerre froide, à l'extinction du puissant courant radical des années de guerre. Ce fut alors qu'apparurent, à la surprise générale, les mouvements des années 1960. Issus de milieux que l'on pensait depuis longtemps soumis ou tenus à distance, les Noirs, les Indiens, les femmes, les prisonniers, les soldats, ainsi qu'un nouveau radicalisme qui menaçait de se propager largement dans une population que la guerre du Vietnam et le scandale du Watergate avaient sensiblement éloignée de la politique. Le renvoi de Nixon, la célébration du bicentenaire de l'indépendance et la présidence de Carter, tout tendait à la restauration d'une certaine stabilité. Mais cette restauration de l'ordre ancien n'était certainement pas la solution à l'incertitude et à la désaffection vis-à-vis du politique qui s'aggravèrent finalement sous Reagan, puis sous Bush. L'élection de Clinton en 1992, portée par une vague promesse de changement, ne correspondait pas aux attentes de ceux qui espéraient autre chose. Devant la permanence d'un tel malaise, il est très important pour l'appareil en place, un petit club toujours inquiet de dirigeants d'entreprise, de généraux et de politiciens, de maintenir l'illusion historique d'une unité nationale par laquelle le gouvernement est censé représenter le peuple dans son ensemble et l'ennemi commun venir toujours de l'extérieur. De maintenir un système où les déroutes économiques et les guerres sont toujours supposées être des erreurs malencontreuses, ou de tragiques accidents, qui seront réparés par ce même petit club qui en réalité les a provoqués. Il est également important pour lui de s'assurer que la seule véritable unité soit l'unité artificielle des élites privilégiées, avec les citoyens qui le sont à peine moins, tandis que les 99% de la population restante doivent demeurer divisés par tous les moyens et opposés les uns aux autres afin de détourner leur colère. N'est-ce pas une formidable idée que de faire payer par la classe moyenne les impôts qui garantiront l'aide sociale apportée aux pauvres, ajoutant ainsi la rancœur des premiers à l'humiliation des seconds? Et que dire de la politique qui consiste à déplacer, par l'intermédiaire du ramassage scolaire, les écoliers noirs des milieux défavorisés vers les écoles des quartiers blancs défavorisés, en une sorte d'échange cynique entre écoles de pauvres? Pendant ce temps-là, les écoles réservées aux riches étaient protégées, et les fonds publics distribués avec tant de parcimonie aux enfants nécessiteux étaient engloutis dans la construction d'avions de combat coûtant des milliards de dollars. Ingénieux, également, de répondre aux revendications d'égalité des femmes et des noirs en leur accordant de maigres privilèges spécifiques et en les mettant en compétition avec tous les autres pour la recherche de ces emplois qu'un système irrationnel et incohérent rendait extrêmement rares. Pas mal non plus, cette idée de focaliser les craintes et les colères de la majorité silencieuse sur une classe de criminels, fruit de l'injustice économique toujours produit en plus grand nombre qu'il n'est possible d'en emprisonner, permettant ainsi de mieux dissimuler le gigantesque pillage des ressources nationales entrepris en toute légalité par de nombreux dirigeants. Pourtant, malgré la maîtrise de tous les instruments de la loi et de l'ordre, de la prévarication et des concessions, des diversions et des fraudes, auxquelles elle a pu faire appel tout au long de l'histoire du pays, l'élite au pouvoir n'a jamais réussi à se garantir des révoltes populaires.
À chaque fois qu'elle semblait y être parvenue, ceux-là même qu'elle pensait avoir corrompus, trompés, achetés, réprimés, se réveillaient et se soulevaient. Les Noirs, apparemment pacifiés par les décisions de la Cour suprême et du Congrès, se révoltaient. Les femmes, courtisées et rejetées, idéalisées et maltraitées, se révoltaient. Les Indiens, que l'on pensait disparus, renaissaient pour reprendre la lutte. Les jeunes, malgré les promesses de confort et de carrière, faisaient défaut. Les travailleurs, que l'on pensait avoir séduits par des réformes, maîtrisés par la loi et contrôlés par l'intermédiaire de leurs propres syndicats, reprenaient les grèves. Les intellectuels employés à des postes officiels et censés être contraints au devoir de discrétion se mettaient à révéler tout ce qu'ils savaient, et les prêtres troquaient la méditation pour le militantisme. Rappeler cela, c'est dévoiler au peuple ce que le gouvernement souhaiterait pourtant qu'il oublie, cette capacité considérable des gens, apparemment désarmés, à résister, des gens apparemment satisfaits, à exiger des changements. Faire cette histoire, c'est retrouver chez l'humain ce formidable besoin d'affirmer sa propre humanité. C'est également affirmer, même dans les périodes de profond pessimisme, la possibilité de changements surprenants. Bien sûr, il ne faudrait pas surestimer la conscience de classe, exagérer l'importance et les victoires de ces rébellions populaires. Ce serait oublier que le monde, et pas seulement les États-Unis, reste aux mains des élites et que les mouvements populaires, même s'ils ont démontré leur fantastique capacité à renaître régulièrement, ont jusqu'ici toujours été réprimés, absorbés ou pervertis. Sans compter que les révolutionnaires, dits socialistes, ont finalement trahi le socialisme et que les révolutions nationalistes ont fini en dictature. Néanmoins, la plupart des historiens sous-estiment les mouvements de révolte et accordent trop d'importance aux hommes d'État, nourrissant ainsi le sentiment d'incapacité générale chez les citoyens. Lorsqu'on étudie attentivement les mouvements de résistance et même les formes isolées de révolte, on découvre que la conscience de classe, comme toutes les autres formes de prise de conscience des injustices, se fait à plusieurs niveaux. Elle s'exprime sur différents modes et montre différentes manières de se révéler à elle-même, ouverte, subtile, directe ou sinueuse. Dans un système d'intimidation et de maintien de l'ordre, les gens ne montrent pas forcément tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ressentent profondément, sauf quand ils réalisent qu'ils peuvent le faire sans risquer d'être totalement détruits. L'histoire qui maintient en vie la mémoire des mouvements populaires suggère de nouvelles définitions du pouvoir. Traditionnellement, on considère que quiconque possède la puissance militaire, la fortune, la maîtrise de l'idéologie officielle et la suprématie culturelle détient le pouvoir. Mesurée à cette aune, la résistance populaire ne paraît jamais assez forte pour survivre. Pourtant, les victoires inattendues des rebelles, même les victoires momentanées, démontrent la vulnérabilité des soi-disant puissants. Dans un système extraordinairement sophistiqué, les élites au pouvoir ne peuvent se maintenir sans la soumission et la loyauté des millions de gens à qui l'on accorde, en échange de ce service, de bien maigres récompenses. Les soldats, la police, les enseignants, les hommes d'église, les fonctionnaires et les travailleurs sociaux, les techniciens et les ouvriers, les médecins, les hommes de loi, les infirmières, les travailleurs des transports et des communications, les éboueurs et les pompiers. Ces gens, les catégories dotées de quelques privilèges mineurs, sont pris dans une alliance avec les élites. Ils forment en quelque sorte la garde prétorienne du système, véritable digue entre les classes les plus favorisées et les classes les plus pauvres. S'ils cessent d'obéir, le système s'effondre. Cela ne pourra arriver, me semble-t-il, que lorsque tous ceux d'entre nous qui sont un tant soit peu privilégiés et vaguement à l'aise financièrement réaliseront que nous sommes comme les gardiens de la prison d'Attica pendant l'émeute des prisonniers, éminemment sacrifiables. C'est-à-dire que le système, quelle que soit la manière dont il nous récompense, est parfaitement capable, en cas de nécessité pour conserver le contrôle de la situation, de se débarrasser de nous. Aujourd'hui, certaines données nouvelles sont si évidentes qu'elles pourraient entraîner de notre part le renoncement total à notre loyauté envers le système. À l'ère atomique, les nouvelles conditions technologiques, économiques et militaires rendent de plus en plus difficile pour les gardiens du système, que sont les intellectuels, les propriétaires, les contribuables, les travailleurs qualifiés, les professions libérales et les fonctionnaires, d'échapper à la violence, aussi bien physique que psychologique, infligée aux pauvres, aux noirs, aux criminels ou à l'ennemi extérieur. La mondialisation de l'économie, comme les mouvements de réfugiés et de travailleurs immigrés à travers les frontières, font qu'il devient plus difficile pour les populations des pays industrialisés d'ignorer la faim et la maladie qui frappent les pays pauvres. Dans ces nouvelles conditions de technologie meurtrière, nous devenons tous les otages de la marche forcée économique, de la pollution généralisée et des guerres incontrôlables. Les armes atomiques, les radiations, l'anarchie économique ne font pas de distinction entre les prisonniers et les gardiens du système. Et ceux qui sont aux commandes ne seront pas plus scrupuleux au moment de prendre une décision. On ne peut oublier la réponse de l'état-major américain
lorsqu'on l'informa qu'il y avait sans doute des prisonniers de guerre dans les environs de Nagasaki. Il dit « Les cibles initialement prévues pour l'opération demeurent inchangées. » Fermez les guillemets. On constate des signes d'un mécontentement croissant au sein de la garde prétorienne du système. On nous déclarait régulièrement que les pauvres et les ignorants formaient le gros des bataillons de ceux qui ne votaient pas, exclus d'un système politique qui, pensait-il, se moquait bien d'eux et sur lequel ils n'avaient pas beaucoup d'influence. Aujourd'hui, cette désaffection s'étend aux familles, qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Ce sont les travailleurs blancs, ni riches ni pauvres, mais insatisfaits de l'insécurité économique, mécontents de leur travail, inquiets pour leur environnement et hostiles au gouvernement, en une combinaison de racisme et de conscience de classe, de mépris pour les pauvres et de méfiance vis-à-vis des élites, et de ce fait ouverts à toutes les solutions qui se présenteraient, à gauche comme à droite. Les années 1920 avaient connu une désaffection similaire des classes moyennes vis-à-vis du politique qui aurait pu s'exprimer de différentes manières. Rappelons le Ku Klux Klan, qui comptait à l'époque des millions de membres. Mais durant les années 30, le travail d'une gauche dynamique dirigea ce sentiment de désarroi vers les syndicats ouvriers et paysans, et vers les mouvements socialistes. Il se pourrait que l'on assiste dans les années à venir à une course pour la captation politique du mécontentement de la classe moyenne américaine. Ce mécontentement est évident. Depuis le début des années 1970, les sondages indiquent que 70 à 80% des Américains n'ont pas confiance dans leur gouvernement, dans le monde des affaires et dans l'armée. Cette méfiance va donc bien au-delà des Noirs, des pauvres et des radicaux. Elle s'est étendue aux ouvriers qualifiés, aux salariés du tertiaire et aux professions libérales. Pour la première fois peut-être dans l'histoire des États-Unis, les classes les plus pauvres et les classes moyennes, les prisonniers aussi bien que les gardiens du système n'ont plus confiance en lui. D'autres signes ne trompent pas. Le taux élevé d'alcoolisme, le taux élevé de divorce, la consommation et l'abus de drogue, les dépressions nerveuses. Des millions de gens cherchent désespérément des solutions à leurs sentiments d'impuissance, de solitude, de frustration, d'étrangeté vis-à-vis des autres, de leur travail et pour finir d'eux-mêmes. Ils adoptent parfois de nouvelles religions ou rejoignent des groupes d'entraide de tout genre. C'est comme si toute une nation en arrivait à un point critique au milieu de son parcours, une crise de croissance avec retour sur soi et doute existentiel à l'appui. Tout cela advient de surcroît dans une période où la classe moyenne elle-même est confrontée à une véritable insécurité économique. Le système en est arrivé dans son irrationalité par soif de profit à bâtir de gigantesques gratte-ciel pour les compagnies d'assurance alors que les villes tombent en décrépitude, à dépenser des milliards de dollars pour fabriquer des armes de destruction et presque rien pour les enfants, à accorder de fabuleux salaires à des gens qui produisent des choses aussi dangereuses qu'inutiles et rien aux artistes, aux musiciens, aux écrivains, aux comédiens. Le capitalisme a toujours joué contre les classes les plus défavorisées. Il joue maintenant contre la classe moyenne. La menace du chômage qui plane toujours sur les pauvres concerne à présent les salariés du tertiaire et les professions libérales. Un diplôme universitaire n'est plus une garantie de travail, et un système ne proposant plus d'avenir aux jeunes qui sortent de l'école est sérieusement en danger. Si ce phénomène ne concernait que les enfants des pauvres, le problème serait gérable. Il y a toujours des prisons pour les recevoir, mais s'il touche les enfants des classes moyennes, les choses pourraient finalement tourner mal. Les pauvres ont l'habitude d'être constamment exploités et à court d'argent. Les classes moyennes ont désormais elles aussi commencé à subir la pression de l'augmentation du coût de la vie et des impôts. Les années 1970, 1980 et le début des années 1990 ont été marquées par l'envolée spectaculaire de la criminalité. On pouvait en comprendre aisément les raisons lorsqu'on se déplaçait dans les grandes villes. On y observait la violente confrontation de la richesse et de la pauvreté, la société de consommation, les publicités tapageuses. Il y avait également la terrible compétition économique où l'on retrouvait côte à côte la violence légale de l'État, le pillage légal des ressources par les grandes entreprises et la criminalité illégale des pauvres. L'écrasante majorité des détenus américains étaient pauvres. Non blancs et peu instruits. La moitié des prisonniers avaient été au chômage avant leur incarcération. Les crimes violents les plus courants et les plus commentés étaient ceux que commettaient les jeunes et les pauvres qui, désespérés ou accros à la drogue, s'en prenaient aux classes moyennes, voire aux autres pauvres. Une société si rigoureusement construite sur la richesse et l'instruction ne peut que donner naissance au ressentiment et à la violence de classe. De nos jours, la question essentielle est de savoir si les classes moyennes, jusqu'ici disposées à penser que la solution à de tels crimes se trouve dans l'augmentation du nombre des prisons et dans l'allongement des peines, vont commencer à réaliser, devant l'inefficacité de telles mesures, que cela ne peut que perpétuer le cycle sans fin du crime et du châtiment. Elles pourraient en conclure que la sécurité physique de celui qui travaille dans une ville ne peut être garantie que si tous les habitants de cette ville ont un travail. Cela exigerait un bouleversement des priorités nationales, et surtout un changement de système. Au cours des dernières décennies, la peur de la criminalité a été rejointe par une peur encore plus grande, les décès dus au cancer, qui se sont multipliés,
et la recherche médicale semblait incapable d'en déterminer la cause. Il devint vite évident que de plus en plus de cancers étaient dus à un environnement dégradé par les expériences militaires et la cupidité des industriels. L'eau que buvaient les gens, l'air qu'ils respiraient, les particules de poussière qu'ils inhalaient sur leur lieu de travail avaient été contaminés pendant des années par un système si obsédé par la croissance et le profit que la sécurité et la santé des êtres humains avaient été totalement négligées. Une nouvelle épidémie meurtrière apparut, le sida, qui se répandait notamment chez les homosexuels et les consommateurs de drogue. Au début des années 1990, le faux socialisme du système soviétique s'effondrait et le système américain semblait incontrôlable. Une course en avant capitaliste, technologique, militariste et un gouvernement s'éloignant de plus en plus d'un peuple qu'il prétendait pourtant représenter. La criminalité était incontrôlable, le cancer et le sida également, de même que les prix, les impôts, le chômage, la décrépitude des villes et la crise de la famille. Et les gens semblaient comprendre tout cela. Sans doute, la méfiance générale envers le gouvernement, particulièrement manifeste ces dernières années, provient-elle d'une prise de conscience accrue de la vérité des propos tenus par le pilote de la US Air Force, Yossarian, dans le roman Catch 22, à un camarade qui lui reproche d'apporter aide et réconfort à un ennemi. Il dit « L'ennemi, c'est celui qui est sur le point de te tuer, quel que soit son camp. Et n'oublie jamais ça, parce que plus longtemps tu t'en souviendras, plus longtemps tu vivras. » Mais Clevinger l'oublia, et maintenant il est mort, ajoute aussitôt le narrateur. Imaginons que, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, la population soit unie dans sa volonté d'opérer de vrais changements. L'élite n'utilisera-t-elle pas, comme à chaque fois, son arme ultime, une intervention militaire à l'étranger pour unifier le peuple et l'appareil d'État dans et autour de la guerre? C'est bien ce qui eut lieu en 1991 avec la guerre du Golfe. Mais comme le disait June Jordan, c'était juste un flash, exactement comme le crack, ça ne dure jamais longtemps. Étant donné l'impuissance des élites à résoudre les problèmes économiques ou à faire de la politique extérieure une soupape de sécurité pour le mécontentement des Américains, ces derniers devraient se préparer à exiger plus que de simples rafistolages, des réformettes, énième New Deal ou autres pièges du même calibre. Il faut des changements radicaux. Permettons-nous un moment d'utopie pour que, une fois revenus au réalisme, il ne s'agisse pas de ce réalisme entre guillemets cher aux dirigeants dans leur entreprise de démobilisation des citoyens. Réalisme que l'on trouve dans tant de livres d'histoire, sans surprise. Imaginons ce que des changements véritablement radicaux exigeraient à chacun d'entre nous. Les leviers du pouvoir devraient être confisqués à ceux à qui on doit l'état dans lequel se trouve la société actuelle. Les grandes entreprises, l'appareil militaire et leurs alliés politiques. Il faudrait, par un effort coordonné de toutes les communautés locales du pays, reconstruire une économie à la fois efficace et juste, produisant en coopération ce dont les gens ont le plus besoin. Nous commencerions au niveau des quartiers, des villes, des lieux de travail. Tout le monde devrait avoir une tâche, quel qu'il soit, même ceux qui sont actuellement exclus de la force de travail. Les enfants, les personnes âgées, les handicapés. La société pourrait ainsi bénéficier de cette énergie aujourd'hui gaspillée, de ses qualifications et de ses talents inexploités. Tout le monde devrait participer quelques heures par jour aux tâches, certes routinières, mais néanmoins nécessaires. Consacrer la majeure partie de son temps libre au plaisir, à la création, à sa vocation, tout en produisant suffisamment pour garantir une répartition équitable. Certains biens, de première nécessité, devront être assez abondants pour être sortis du système d'échange monétaire et être disponibles gratuitement pour tout le monde. La nourriture, le logement, les soins de santé, l'éducation et le transport. Le plus difficile serait d'accomplir tout cela sans avoir recours à une bureaucratie centralisée, aux menaces d'emprisonnement ou de châtiment, mais au contraire en faisant appel à cet esprit de coopération que l'État a régulièrement utilisé par le passé pour mener ses guerres. Cet esprit qui fait partie de la nature humaine et qui est également à l'origine des mouvements sociaux. Cet esprit donne une idée de ce que pourrait être le comportement des individus dans des conditions différentes. Les décisions seraient prises par des groupes restreints sur les lieux de travail, dans les quartiers, un réseau de coopératives connectées les unes aux autres, un socialisme de voisinage échappant aux hiérarchies de classe du capitalisme et aux dictatures autoritaires qui ont usurpé le nom de socialiste. Avec le temps, au sein des communautés conviviales, les gens devraient être en mesure de créer une nouvelle culture, plus diversifiée, non violente, dans laquelle toutes les formes d'expression personnelle et collective pourraient s'exprimer. Hommes et femmes, noirs et blancs, vieux et jeunes, pourraient alors considérer leurs différences comme autant de caractères positifs et non comme des instruments de domination. Alors, les nouvelles valeurs de coopération et de liberté devraient transformer les relations entre les gens et l'éducation des enfants. Pour accomplir tout cela en dépit des instruments de contrôle social qui régissent actuellement les États-Unis, il faudrait ajouter aux ressources des mouvements de résistance qui se sont illustrés dans l'histoire des États-Unis, ouvriers révoltés, rebelles noirs, indiens, femmes, jeunes.
celle engendrée par le mécontentement récent des classes moyennes. Les gens devront sans doute transformer en premier lieu leur environnement immédiat, lieu de travail, famille, école, communauté, par une série de luttes contre l'inefficacité des autorités dans ces domaines, et pour en confier l'organisation à ceux qui y vivent et y travaillent. Ces combats feront appel à toutes les stratégies employées en leur temps par les mouvements populaires qui ont marqué l'histoire américaine. Manifestations, défilés, désobéissances civiles, grèves, boycotts et insurrections générales. Actions directes pour la redistribution des richesses, pour transformer les institutions, pour réinventer les rapports sociaux, création, dans la musique, la littérature, les théâtres, dans tous les arts et tous les lieux de travail et de loisirs. D'une nouvelle culture du partage, du respect, d'un nouveau plaisir de travailler ensemble pour s'entraider. Il y aurait surtout bien sûr de nombreux échecs. Mais si un tel mouvement prenait racine dans des centaines de milliers d'endroits à travers le pays, il serait impossible de l'arrêter parce que les gardiens sur lesquels s'appuie le système pour assurer sa survie seraient eux-mêmes parmi les rebelles. Ce serait un nouveau genre de révolution et, me semble-t-il, la seule qui puisse advenir dans un pays comme les États-Unis. Elle exigerait une énorme dépense d'énergie, de nombreux sacrifices, un sérieux engagement et de la patience. Mais comme la mobilisation pourrait commencer tout de suite, il y aurait également cette satisfaction immédiate que les gens ont toujours éprouvée dans les relations amicales tissées au sein des mouvements regroupés autour d'un but commun. Tout cela qui nous entraîne bien loin de l'histoire des États-Unis, dans le domaine de l'imaginaire, n'est pas totalement déconnecté néanmoins de la réalité. Par le passé, il y a déjà eu des expériences fugitives de tels projets. Au cours des années 1960 et 1970, l'appareil de pouvoir échoua, pour la première fois, à créer l'unité nationale et la ferveur patriotique autour d'un objectif guerrier. À cette époque se produisit un bouleversement culturel, comme le pays n'en avait jamais connu, dans les domaines de la sexualité, de la famille, des relations personnelles, justement dans tous les secteurs que les organes de pouvoir ont généralement tant de mal à contrôler. Cette époque fut également marquée par un manque de confiance sans précédent envers la plupart des éléments du système politico-économique. À toutes les époques, les gens ont trouvé le moyen de se venir en aide les uns aux autres, même sur de brèves périodes, et même au cœur d'une civilisation de compétition et de violence, pour se réaliser dans le travail, dans la lutte, l'amitié et la nature. L'avenir serait fait de luttes et de moments troublés, mais également d'inspiration. Il est possible qu'un tel mouvement parvienne à réaliser ce que le système lui-même n'a jamais pu faire, c'est-à-dire provoquer un gigantesque changement avec un minimum de violence. C'est possible parce que la majorité des hommes et des femmes qui composent le fameux 99% de la population commencent à se rendre compte qu'ils partagent les mêmes intérêts et les mêmes besoins. Plus les gardiens et les prisonniers du système en auront conscience, plus l'appareil de pouvoir sera isolé et inefficace. Les armes, l'argent et la maîtrise de l'information par les élites ne seront d'aucune utilité face à une population parfaitement déterminée. Les serviteurs du système refuseront de continuer de travailler pour maintenir le vieil ordre agonisant et profiteront de leur temps et de leur espace, qui leur avaient été accordés en échange de leurs services, pour démanteler l'ancien système et participer à l'élaboration d'une nouvelle société. Les prisonniers du système continueront, eux, de se révolter, comme auparavant, de manière imprévisible et à des moments qu'on ne saurait prédire. La nouvelle donne de notre époque est cette possibilité qu'ils ont désormais d'être rejoints par les gardiens du système. Nous, lecteurs et auteurs de livres, avons toujours été dans notre grande majorité dans le camp des gardiens. Si nous comprenons cela et que nous agissons en conséquence, non seulement la vie pourra être immédiatement améliorée, mais nos petits-enfants et les enfants de nos petits-enfants connaîtront probablement un monde différent et meilleur. Fin du chapitre. Après ce chapitre, Howard Zinn ajoute un post-scriptum sur les élections de 2000 et la guerre contre le terrorisme, expression qui revenait beaucoup qu'il place entre guillemets. À l'issue des 2 mandats de Clinton, le 22e amendement de la Constitution ne permettant pas plus de 2 mandats, il était évident que le candidat démocrate à l'élection présidentielle serait l'homme qui l'avait servi loyalement au poste de vice-président, Albert Gore. Le candidat choisi par le Parti républicain fut le gouverneur du Texas, George W. Bush, connu pour ses liens avec les intérêts pétroliers et pour son record du nombre de détenus exécutés au cours de son mandat de gouverneur. Bien que, pendant la campagne, Bush ait accusé Gore d'en appeler à la guerre de classe, la candidature de Gore et de son vice-président, le sénateur Joseph Lieberman, ne menaçait pas réellement les grandes fortunes. À la une du New York Times, on a pu même lire « Le sénateur Lieberman se vante d'être pro-business ». L'article précisait
Lieberman est fort apprécié des industries de haute technologie de la Silicon Valley et du complexe militaro-industriel du Connecticut, qui lui est reconnaissant pour les 7,5 milliards de dollars de contrats qu'il leur a fait obtenir pour la construction du sous-marin le Seawolf. Quoi qu'il en soit, la différence dans le soutien apporté par le monde des affaires aux deux candidats à la présidence peut s'évaluer à l'aune des 220 millions de dollars récoltés pour la campagne de Bush contre 170 millions de dollars pour celle de Gore. Ni l'un ni l'autre n'avaient de réels projets en faveur d'un système de santé gratuit, de la construction de logements sociaux, de changements spectaculaires dans la politique environnementale. Tous les deux étaient partisans de la peine de mort et de l'augmentation du nombre des prisons. Et tous les deux étaient favorables au maintien d'un appareil militaire important, à la poursuite de l'usage et à la fabrication de bombes antipersonnelles et à la reconduction des sanctions contre Cuba et l'Irak. Il y avait un troisième candidat à la présidence, Ralph Nader, dont la réputation nationale était due à plusieurs décennies de critiques continuelles exprimées à l'encontre de la mainmise du monde des affaires sur l'économie américaine. Son programme était radicalement différent de celui des deux autres candidats. Il mettait l'accent sur le système de santé, l'enseignement et l'environnement, mais il fut écarté des plateaux de télévision lors des débats de la campagne et ne bénéficia pas, bien entendu, du soutien financier des grandes entreprises. Il dut donc se contenter des modestes contributions de ceux qui appréciaient son programme. Étant donné le consensus des deux principaux partis autour des questions sociales et les obstacles mis sur la route du troisième candidat, il était prévisible que la moitié des électeurs du pays, en grande majorité issus des populations à bas revenus, et n'ayant aucune confiance dans les principaux partis, ne se déplacent même pas pour voter. Un journaliste interviewa une caissière de station-service, épouse d'un travailleur du bâtiment, qui affirmait qu'elle ne croyait pas que les candidats s'intéressent à des gens comme nous. Peut-être que s'ils vivaient dans un deux pièces, ce serait différent. Fin de citation. Une Afro-américaine, manager dans un McDonald's pour un salaire dépassant à peine le minimum légal de 5,5 $ de l'heure, déclara à propos de Bush et de Gore. Ces deux-là ne m'intéressent pas du tout, et tous mes amis pensent comme moi. Ces types ne changeront pas ma vie. Fin de citation. Ce furent finalement les plus étranges élections de toute l'histoire du pays. Al Gore recueillit sur son nom des centaines de milliers de voix de plus que Bush. Mais la Constitution américaine prévoit que le vainqueur soit désigné par de grands électeurs, eux-mêmes désignés par chaque État. L'élection fut si serrée que la décision finale dépendit, au bout du compte, des électeurs désignés par la Floride. Cet écart entre le suffrage populaire et le vote des électeurs de chaque État ne s'était produit qu'à 2 reprises dans le passé, en 1876 et en 1888. Le candidat qui remporterait le plus de suffrages en Floride aurait tous les électeurs de l'État en sa faveur et deviendrait donc le président. Mais il y eut une controverse furieuse sur l'identité même de celui qui avait remporté le suffrage populaire en Floride. Gore ou Bush. Il a apparu que de nombreux votes n'avaient pas été comptabilisés, en particulier dans les circonscriptions où vivaient beaucoup d'Afro-Américains, que des bulletins avaient été annulés pour des raisons techniques et que d'autres avaient été mal lus par les machines qui les traitaient. Mais Bush avait un net avantage. Son frère, Jeb Bush, était gouverneur de Floride, et il revenait à la secrétaire d'État de Floride, Katherine Harris, de désigner le vainqueur, et donc in fine le président. Accusé de fraude électorale, Harris se lança dans un recomptage partiel des bulletins qui confirma la victoire de Bush. Un recours en appel auprès de la Cour suprême de Floride, dominée par le Parti démocrate, aboutit à une injonction interdisant à Harris de désigner un vainqueur et ordonnant que l'on termine le décompte de tous les bulletins. Harris fixa une date limite à ce recomptage et, tandis qu'il ressortait encore des milliers de bulletins en suspens, elle s'autorisa à déclarer Bush vainqueur par 537 voix d'avance. Il s'agissait sans aucun doute du résultat le plus serré de l'histoire des élections présidentielles américaines. Mais Gore était résolu à contester cette décision et demanda que le comptage se poursuive comme l'avait ordonné la Cour suprême de Floride. De son côté, le Parti républicain fit appel auprès de la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême était partagée selon les courants idéologiques. Les 5 juges conservateurs, Rehnquist, Scalia, Thomas, Kennedy et O'Connor. Malgré le traditionnel principe conservateur de non-intervention dans les affaires de l'État, rejetèrent la décision de la Cour suprême de Floride et interdirent la poursuite du dépouillement des bulletins de vote. Ils affirmaient que ce recomptage violait une clause de la Constitution qui exigeait une égale application des lois, alors que le mode de dépouillement des bulletins variait en Floride selon les comtés. Les 4 juges libéraux, Stevens, Ginsburg, Breyer et Souter, déclaraient pour leur part que la Cour suprême des États-Unis n'avait pas le droit d'intervenir dans l'interprétation faite par la Cour suprême de Floride des lois de cet État. Breyer et Souter affirmaient
même que, s'il y avait un problème avec ces différents modes de comptage des bulletins, il ne restait qu'à procéder à une nouvelle élection accompagnée d'un mode unique de dépouillement. Mais le fait que la Cour suprême refuse de remettre en cause la proclamation des résultats faite par Harris signifiait qu'elle était bien décidée à voir son favori, George Bush, devenir président des États-Unis. Le juge Stevens insista sur ce fait, avec une certaine amertume, dans le rapport rédigé par la minorité libérale de la Cour. Ouvrez les guillemets. Si nous ne connaîtrons jamais avec certitude l'identité du vainqueur des élections présidentielles de cette année, celle du perdant est parfaitement évidente. C'est la confiance placée par la nation dans la personne du juge comme gardien impartial de l'autorité de la loi. Fermez les guillemets. En prenant ses fonctions, Bush entreprit de réaliser avec une arrogance absolue son programme au bénéfice du monde des affaires, comme s'il avait effectivement reçu le soutien massif de la nation pour le faire. Et le Parti démocrate ne lui opposa que de timides critiques. Tant démocrates et républicains sont toujours sur la même ligne en politique étrangère et ne diffèrent que très peu en matière de politique intérieure. Le programme de Bush était simple. Il se déclara en faveur de réduction d'impôts pour les plus riches, s'opposa nettement aux strictes réglementations environnementales et projeta d'engager la privatisation du système social en liant les fonds de retraite des citoyens américains aux fluctuations du marché boursier. Il augmenta le budget de la défense et s'engagea à poursuivre le projet de guerre des étoiles, malgré les réticences de nombreux scientifiques affirmant que les missiles de l'espace ne fonctionnaient pas et que, même dans le cas contraire, cela ne ferait que relancer la course aux armements partout à travers le monde. Après 9 mois de présidence, le 11 septembre 2001, un événement terrible eut lieu qui rejeta tous les autres problèmes à l'arrière-plan. Des pirates de l'air s'emparèrent des commandes de 3 avions bourrés de carburant qu'ils lancèrent sur les Twin Towers du World Trade Center de Manhattan et sur un bâtiment du Pentagone à Washington. Horrifiés, les Américains purent assister, en direct à la télévision, à l'effondrement des 2 tours dans un enfer de béton et de métal qui ensevelit des milliers d'employés et des centaines de pompiers et de policiers venus leur porter secours. On n'avait jamais vu une telle attaque portée contre les formidables symboles de la richesse et du pouvoir américain. Ces attentats furent commis par 19 individus originaires du Moyen-Orient, et pour la plupart d'Arabie Saoudite. Ils avaient choisi de mourir en portant un coup mortel à ce qu'ils considéraient clairement comme leur pire ennemi, une superpuissance qui se pensait invulnérable. Bush déclara immédiatement la guerre au terrorisme, et affirma que nous ne devions pas faire de différence entre les terroristes et les pays qui abritent les terroristes. Le Congrès s'empressa de voter un décret autorisant le président à engager des opérations militaires sans être tenu de lui demander l'autorisation légale de faire la guerre, comme la Constitution américaine l'exige pourtant. Ce décret fut voté à l'unanimité par le Sénat, et seul un membre de la Chambre des représentants s'y opposa, Barbara Lee, représentante afro-américaine de Californie. Sur la simple présomption que le responsable des attentats était l'activiste musulman Oussama Ben Laden, et qu'il se cachait quelque part en Afghanistan, Bush ordonna que l'on bombarde ce pays. Le président fixa pour objectif la capture, mort ou vif, de Ben Laden et la destruction totale du mouvement islamique Al-Qaïda. Mais après 5 mois de bombardement sur l'Afghanistan, quand Bush fit son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, il dut admettre, tout en affirmant que nous étions en train de gagner notre guerre contre le terrorisme, disait-il, que des dizaines de milliers de terroristes étaient encore dans la nature et que des dizaines de pays continuaient de les accueillir. Bush et ses conseillers auraient dû savoir que les terroristes ne pouvaient être détruits par la force. Les précédents historiques le démontrent suffisamment. Les Britanniques n'ont-ils pas systématiquement répondu aux actes terroristes de l'IRA, Irish Republican Army, par la force armée, ne parvenant qu'à renforcer le terrorisme en Irlande du Nord? Depuis des décennies, les Israéliens répondent par les armes au terrorisme palestinien, ne faisant qu'entraîner l'intensification des attentats terroristes palestiniens. Après les attentats de 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya, William Clinton avait fait bombarder le Soudan et l'Afghanistan. Au regard des événements du 11 septembre 2001, il est clair que cela n'a pas suffi à éradiquer le terrorisme. Ces mois de bombardement furent dévastateurs pour un Afghanistan déjà miné par des décennies de guerre et de destruction. Le Pentagone prétendit qu'il ne visait que des cibles militaires et que les pertes civiles étaient malencontreuses et constituaient, entre guillemets, des accidents regrettables. Pourtant, selon les organisations humanitaires et les témoignages recueillis par les presses américaines et européennes, entre 1000 et 4000 civils afghans ont trouvé la mort sous les bombes américaines. Un peu comme si les États-Unis réagissaient aux crimes atroces perpétrés par des terroristes contre des New-Yorkais innocents en tuant des Afghans innocents.
Quotidiennement, le New York Times publiait des photos émouvantes des victimes de la tragédie des Twin Towers, accompagnées de portraits et de propos sur ce qu'ils aimaient, sur leur travail et sur leur famille. Il était bien entendu impensable de recueillir le même genre de renseignements sur les victimes afghanes. Il y eut pourtant quelques récits émouvants de la part de journalistes qui, après la visite des hôpitaux ou des villages, purent témoigner des effets dévastateurs des bombardements américains. Ayant visité un hôpital à Jalalabad, un journaliste du Boston Globe écrivit, ouvrez les guillemets, « Dans un livre se trouve Noor Mohamed, 10 ans, enfoui sous les bandages. Il a perdu les yeux et les mains dans l'explosion de la bombe qui a frappé sa maison dans la soirée de dimanche. Le directeur de l'hôpital, Gulodja Shimwari, secoue la tête devant l'état du gamin, disant « Les États-Unis doivent penser que c'est Ben Laden, dit Shimwari. Mais ce n'est pas Oussama Ben Laden, alors pourquoi font-ils cela ?» La morgue de l'hôpital a accueilli 14 cadavres le week-end dernier, et les responsables ici estiment qu'au moins 89 civils ont été tués dans différents villages. Hier, à l'hôpital, on a pu se rendre compte des dommages causés par les bombardements au travers de ce qui est arrivé à toute une famille. Une bombe a tué le père, Faisal Karim. Dans un lit de l'hôpital est étendue la mère, Mustafa Jama, qui est gravement blessée, et autour d'elle, 6 de ses enfants dans un état pitoyable. L'un d'entre eux, âgé de 8 ans, est toujours dans le coma. Fermez les guillemets. Depuis la catastrophe du 11 septembre, l'opinion publique américaine soutenait en grande majorité le président Bush dans sa guerre contre le terrorisme. Démocrates et républicains rivalisaient d'invectives contre le terrorisme. Le New York Times, opposé à Bush pendant les élections, écrivit dans un de ses éditoriaux de décembre 2001 « Bush a su démontrer qu'il était ferme en temps de guerre et il a pu donner à la nation un sentiment de sécurité en cette période de crise. » Mais l'étendue de la catastrophe humanitaire provoquée par les bombardements américains en Afghanistan prenait peu de place dans les principaux médias, télévision ou presse écrite, qui avaient, semble-t-il, tous décidé de démontrer leur ferveur patriotique. Le président de CNN, Walter Isaacson, adressa une note à toute son équipe pour que les images montrant des victimes civiles afghanes soient obligatoirement accompagnées d'un commentaire rappelant qu'il s'agissait de représailles pour avoir abrité des terroristes. Ouvrez les guillemets. Ce serait tout de même un peu bizarre d'accorder trop d'attention aux pertes civiles ou à la violence des événements en Afghanistan, déclara-t-il. Quant au présentateur Dan Rather, il n'hésita pas à affirmer que George Bush est le président. S'il a besoin de moi quelque part, il n'a qu'à me dire où. Fermez les guillemets. Le gouvernement américain alla extrêmement loin dans sa volonté de contrôler le flot d'informations en provenance d'Afghanistan. Il fit bombarder le bâtiment qui abritait la plus importante télévision du Moyen-Orient, Al Jazeera, et mit la main sur une organisation qui diffusait des photos prises par satellite des effets des bombardements américains. Les plus fameux magazines se sont plu à entretenir une atmosphère de revanche. Time appelait, dans un article titré « Défense de la colère et de la revanche », à mener une politique de violence ciblée. Bill O'Reilly, un commentateur de télévision très populaire, demandait aux autorités américaines de bombarder les infrastructures afghanes jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les aéroports, les usines produisant de l'énergie, les réseaux d'eau potable et les voies de communication. Fermez les guillemets. Le drapeau américain fit son apparition dans les maisons, sur les voitures, dans les vitrines, expression d'un chauvinisme exacerbé qui rendait très difficile, pour les citoyens ordinaires, la moindre critique de la politique gouvernementale. En Californie, un retraité qui, lors d'une interview, avait critiqué le président Bush, reçut la visite du FBI et fut interrogé. Une jeune femme trouva à sa porte 2 agents du FBI qui affirmaient avoir été prévenus qu'elle affichait chez elle des posters hostiles au président. Le Congrès vota le USA Patriot Act, qui donnait au département de la justice le droit de détenir des résidents étrangers sur simple présomption et sans qu'aucune véritable charge soit retenue contre eux. On leur déniait également les droits juridiques accordés par la Constitution. Le USA Patriot Act prévoyait que le secrétaire d'État pourrait qualifier n'importe quel groupe de terroriste et que toute personne qui en serait membre ou aurait récolté des fonds pour cette organisation pourrait être arrêtée et détenue jusqu'à son expulsion. Le président Bush demanda au pays de ne pas commettre d'actes hostiles à l'encontre des Américains d'origine arabe, mais, dans les faits, le gouvernement se mit à convoquer certaines personnes pour les interroger. Il s'agissait la plupart du temps de musulmans. 1 millier ou plus d'entre eux furent maintenus en détention sans preuve. Anthony Lewis, journaliste du New York Times, raconta l'histoire d'un homme arrêté sur des accusations restées confidentielles. Lorsque le juge fédéral décréta finalement qu'on ne pouvait affirmer que cet homme représentait une menace pour la sécurité nationale, il fut relâché.
Mais après le 11 septembre, le département à la justice, ignorant la décision du juge, arrêta de nouveau cet homme, le maintint dans l'isolement le plus complet, 23 heures par jour, et interdit les visites de sa famille. Quelques voix relativement minoritaires critiquèrent pourtant cette guerre. Des rassemblements pour la paix et des conférences eurent lieu partout dans le pays. Les slogans les plus répandus dans ces réunions demandaient « la justice, pas la guerre » ou affirmaient que « notre chagrin ne réclame pas vengeance ». En Arizona, un État qui n'est pas particulièrement réputé pour son esprit contestataire, 600 citoyens rédigèrent un appel qui parut dans la presse, rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils invitaient les États-Unis et la communauté internationale à utiliser les moyens engagés dans la destruction de l'Afghanistan pour lever les obstacles qui empêchent la livraison de nourriture suffisante aux populations qui en ont le plus urgent besoin. Certains membres des familles de victimes des attentats contre les Twin Towers ou le Pentagone écrivirent au président Bush, l'implorant de ne pas répondre à la violence par la violence et de faire cesser le bombardement des populations afghanes. Amber Amundsen, dont le mari, pilote de l'aviation américaine, était mort dans l'attentat contre le Pentagone, déclara « J'ai pu entendre des discours haineux de la part de certains Américains et de certains de nos dirigeants qui envisagent des représailles et des violences inspirées par la volonté de revanche. J'entends clairement faire comprendre à ces dirigeants que ma famille et moi-même ne trouvons aucun réconfort à ces discours de haine. Si vous décidez de répondre à cette violence incompréhensible par la même violence contre des êtres humains innocents, vous ne devez pas le faire au nom de mon mari. » Fermez les guillemets. Certaines familles de victimes se rendirent même en Afghanistan en janvier 2002 pour rencontrer des familles afghanes qui avaient également perdu des proches dans les bombardements américains. Elles rencontrèrent Abdul et Shakila Amin, dont la fille de 5 ans, Nazila, avait été tuée par une bombe américaine. L'une de ces Américaines s'appelait Rita Lazar. Son frère avait été cité par le président Bush comme un exemple d'héroïsme. Il avait choisi de demeurer auprès d'un ami handicapé plutôt que de chercher à s'échapper seul du bâtiment en train de s'effondrer. Rita Lazar déclara qu'elle vouerait le reste de son existence à défendre la paix. Ceux qui critiquaient les bombardements affirmaient que le terrorisme s'enracinait dans le ressentiment profond éprouvé à l'égard des États-Unis. L'origine de ce ressentiment n'était pas difficile à identifier. La présence de troupes américaines en Arabie Saoudite, terre sacrée de l'islam, les 10 années de sanctions économiques infligées à l'Irak, sanctions qui, selon les Nations Unies, avaient entraîné des centaines de milliers de morts chez les enfants de ce pays, l'indéfectible soutien américain à l'occupation des territoires palestiniens par Israël, et les milliards de dollars d'aide militaire apportés à ce pays. Mais ces problèmes ne peuvent être résolus sans que se produisent des changements fondamentaux dans la politique étrangère américaine. De tels changements seraient inadmissibles aux yeux du complexe militaro-industriel qui influence les deux principaux partis. En effet, ils impliqueraient que nous retirions les troupes américaines disséminées à travers le monde, que nous abdiquions notre volonté de domination politico-économique sur les autres pays du monde, bref, que nous fassions notre deuil du rôle tant prisé de superpuissance mondiale. De tels changements fondamentaux exigeraient également un renversement de l'ordre des priorités politiques. Faire passer par exemple les 3 à 400 milliards de dollars annuels affectés au budget de la défense vers des projets qui permettraient de l'amélioration des conditions de vie des Américains et des autres peuples du monde. L'Organisation mondiale de la santé affirme par exemple qu'une infime portion du budget militaire américain suffirait à sauver des millions de vies humaines si elle était affectée au traitement de la tuberculose. Les États-Unis, après de tels changements drastiques dans leur politique, ne seraient certes plus la superpuissance militaire, mais pourraient devenir une superpuissance humanitaire, utilisant leurs incroyables ressources pour venir en aide aux nations les plus démunies. 3 ans avant les terribles événements du 11 septembre 2001, un ancien lieutenant-colonel de l'aviation américaine, Robert Bowman, qui avait mené 101 missions de combat au Vietnam avant de devenir évêque de l'église catholique américaine, déclarait dans The National Catholic Reporter, à propos des attentats à la bombe contre les ambassades américaines de Tanzanie et du Kenya: « Nous ne sommes pas haïs parce que nous pratiquons la démocratie, nous aimons la liberté ou nous défendons les droits de l'homme. Nous sommes détestés parce que notre gouvernement refuse tout cela aux pays du tiers-monde, dont les ressources naturelles sont convoitées par nos multinationales. Cette haine que nous avons semée est revenue, nous hanter sous la forme du terrorisme. Au lieu d'envoyer nos fils et nos filles à travers le monde pour tuer des Arabes, afin que nous puissions nous emparer du pétrole qui dort sous les sables de leur désert, nous devrions les y envoyer pour les aider à reconstruire leurs infrastructures, leur fournir de l'eau potable et nourrir leurs enfants affamés. En bref, nous devrions faire le bien au lieu de faire du mal. Qui voudrait nous en empêcher? Qui pourrait nous haïr pour cela? Qui pourrait nous bombarder? C'est cette vérité-là que le peuple américain devrait entendre. » Fin de citation. Après les attentats du 11 septembre, de telles voix ont été la plupart du temps tenues à l'écart des principaux médias américains.
Mais les propos de Bauman étaient prophétiques, et il devrait y avoir une chance pour que son formidable message moral soit entendu quand l'inutilité de répondre à la violence par la violence aura une nouvelle fois été démontrée. À coup sûr, si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que l'avenir de paix et de justice en Amérique ne dépendra pas de la bonne volonté du gouvernement. Le principe démocratique, énoncé dans le texte même de la Déclaration d'indépendance, affirmait que le gouvernement est subordonné au peuple qui l'a institué. Ainsi, l'avenir de la démocratie repose-t-il sur le peuple et sur l'émergence de sa prise de conscience des moyens les plus appropriés de s'accorder avec le reste de la communauté humaine partout à travers le monde. Fin du post-scriptum et fin du livre. Je vous laisse un lien où vous pourrez trouver la bibliographie.